Et nous commençons donc comme tous les mercredis avec l'écho des cryptos. On va s'intéresser à l'incensurabilité du Bitcoin, je le disais en introduction, mais aussi au rôle de valeur refuge que le Bitcoin peut endosser dans certains cas, et notamment dans des économies qui subissent de très fortes, voire de très très fortes inflations. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Alexandre Stachchenko. Bonjour Alexandre Stachchenko. Bonjour. Bienvenue donc sur le plateau. Je rappelle que vous êtes directeur blockchain et crypto chez KPMG France, mais aussi cofondateur de Blockchain Partner et de l'ADAN. Je rappelle aussi que vous avez écrit une tribune en début d'année, une manuel de survie qu'on a vu passer sur les réseaux sociaux ou dans certains médias donc consacrés aux crypto-monnaies, un manuel de survie dans la jungle des poncifs anti-Bitcoin. On va peut-être y revenir si on a le temps dans cette émission. Juste avant, il y a deux sujets que je trouve intéressants de creuser avec vous, alors qui sont pas forcément en lien direct avec l'actualité, mais qui font quand même le lien avec ce qu'on voit de l'actualité récente en matière de crypto. D'abord, c'est ce qu'on pourrait appeler l'incensurabilité du Bitcoin, à savoir cette notion qu'on ne peut pas venir censurer finalement des transactions en Bitcoin, et on peut le voir notamment quand on veut financer en fait des projets. Alors ça pose un certain nombre de questions, ça va peut-être avec les critiques qu'on peut voir sur le Bitcoin, mais cette incensurabilité, qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que ça permet fondamentalement ? L'incensurabilité de Bitcoin, j'allais dire, c'est dans son nom. C'est effectivement, comme vous l'avez dit, on ne peut pas censurer une transaction. Quand on dispose d'un mot de passe Bitcoin et qu'on dispose de Bitcoin, on peut faire une transaction et personne ne peut nous en empêcher. D'accord. Donc ça, c'est un avantage en fait, sur lequel la plupart des gens dans les pays occidentaux ont mis du temps avant de se rendre compte en fait, de la qualité de cet avantage. D'accord. Parce que quand on est bancarisé, que tout va bien, qu'on peut envoyer des virements un peu partout sans problème, on ne se rend pas compte de l'intérêt d'avoir des virements ou des transferts d'argent incensurables. La première fois dans l'histoire de Bitcoin que l'incensurabilité a vraiment eu un vrai cas d'usage et ça a été mis en avant par l'actualité, c'était directement en 2010, à peine un an après la création de Bitcoin, puisque à ce moment-là, il y avait eu des révélations de Wikileaks, notamment sur les écoutes diplomatiques des États-Unis, etc. Assange, Et Julian Assange, à ce moment-là, s'est vu fermer tous ses comptes bancaires. Toutes les institutions financières sont vues interdites de traiter avec Julian Assange. Et donc Julian Assange, à ce moment-là, évidemment, investigue les solutions disponibles et voit que Bitcoin lui permet cela. Alors, c'est drôle parce qu'à l'époque, Satoshi Nakamoto, directement sur un forum, lui dit « Ne fais pas ça, s'il te plaît, parce que le Bitcoin est trop jeune et ça attirerait la lumière sur Bitcoin, donc ne fais pas ça. » Ce que Julian Assange a fait, d'ailleurs, il a attendu avant d'utiliser Bitcoin. Mais par la suite, on le revoit. Et en ce moment, d'ailleurs, depuis 2011-2012, Wikileaks a levé près de 50 millions de dollars en Bitcoin, puisqu'ils n'ont pas accès, en fait, au reste du système financier. Et de manière plus actuelle, l'incensurabilité, elle est revenue sur le devant de la scène avec plusieurs choses. Il y a eu les manifestations à Hong Kong il y a quelques temps. Il y a eu Edward Snowden lorsqu'il avait vendu son livre et qu'il a eu le même problème que Julian Assange, c'est-à-dire que tous ses comptes ont été fermés et il a dû se financer en Bitcoin. Il y a eu également en Iran des transactions qui étaient possibles, évidemment, sans la censure. Et puis, encore plus récemment, il y a eu deux sujets. Le premier, c'est celui actuel au Canada, celui avec le Freedom Convoy, donc avec les routiers qui bloquent la capitale canadienne, Ottawa. Et il y a eu cette levée de fonds de 8 millions de dollars qui a été faite sur une plateforme de crowdfunding qui s'appelle GoFundMe. Et le gouvernement canadien, qui, on va dire, dans des raisonnements peut-être un peu simplistes, traite les manifestants de fascistes, de racistes, de misogynes, de tout ce qu'on veut. Et donc, à la fin, il demande à GoFundMe, ne leur donnez pas cet argent, vous n'avez pas le droit. Parce que là, c'était pas en Bitcoin pour le coup, c'était une levée de fonds classique sur une plateforme en fait, d'échange ou de crowdfunding. Une plateforme de crowdfunding tout à fait normale. Et donc, à partir du moment où le gouvernement canadien dit à la plateforme, vous n'avez pas le droit de leur remettre cet argent, GoFundMe s'exécute et dit, on vous rend votre argent, vous les donateurs. Mais donc ça a fait un tollé, ça a fait scandale et beaucoup de gens ont dit mais comment ça se fait qu'on puisse pas financer une cause qui nous est chère alors même qu'elle n'est pas illégale. C'est intéressant parce que sur le devant de la scène l'incensurabilité justement. Mais c'est intéressant parce que dans les exemples que vous donnez, il y a des exemples de différents régimes politiques donc qui défendent d'ailleurs des causes différentes, mais il y a toujours cette idée d'être en capacité en fait d'interdire des levées de fonds. Et là, ce que vous nous dites, c'est qu'avec Bitcoin, c'est complètement impossible du fait que c'est complètement décentralisé finalement. Exactement. Encore une fois, c'est dans la nature même de cette monnaie-là, c'est qu'elle n'est pas contrôlée par un intermédiaire. Donc quand vous faites une transaction, elle n'est pas vérifiée. Il n'y a personne pour dire d'accord, j'aime bien ce que vous faites. On fait la transaction, point à la ligne. Donc philosophiquement, c'est intéressant parce que d'un point de vue responsabilité, évidemment, le Bitcoin met en avant la responsabilité individuelle. On a le droit de faire ce qu'on veut avec son argent. On peut financer ce qu'on veut. Et donc c'est toujours les deux faces d'une même pièce. Financer ce qu'on veut, c'est financer. On a eu le cas aussi en Afghanistan. Les femmes afghanes, elles se financent aussi grâce
grâce à Bitcoin, parce que sans ça, elles ont un contrôle de leurs capitaux et elles sont sous la coupe de soit leur mari, soit leur père, soit les talibans. Et avec Bitcoin, elles ont la capacité d'être freelance dans l'informatique, de se financer, de recevoir des salaires, sans même d'ailleurs que leur entourage ne soit au courant, et donc une forme de liberté. Mais l'autre face de la pièce, c'est toujours la même chose, c'est que quand on permet la responsabilité individuelle et la résilience dans une société, on a toujours l'autre face de la pièce, c'est-à-dire forcément, on va aussi permettre des choses qu'on n'a pas envie de voir collectivement. Et effectivement, il faut le rappeler aussi. Alors, c'est effectivement une critique qui a été très souvent faite à Bitcoin au début, mais c'est qu'on peut aussi financer des activités illégales du fait de la décentralisation, pour le coup. Bien sûr, il faut aussi rappeler par contre, à l'inverse, qu'on n'a pas attendu Bitcoin pour financer des activités illégales. Et d'ailleurs, qu'en proportion, le financement des activités illicites est largement inférieur sur Bitcoin que ça ne l'est sur les monnaies traditionnelles, de l'ordre d'un facteur 10 ou 20. Donc ça reste une monnaie aujourd'hui qui est très peu utilisée pour des activités illicites. Cependant, j'allais dire philosophiquement, effectivement, c'est une question qu'il faut se poser. Parce qu'une société dans laquelle on ne peut pas dévier, être déviant d'une certaine façon, c'est pas une société souhaitable en réalité, même si c'est peut-être contre-intuitif. Ça s'appelle Minority Report ou ça s'appelle 1984. Donc l'incensurabilité permet d'essayer d'éviter ce chemin-là. Ça permet du bien et du moins bien. Mais en tout cas, c'est une caractéristique qui revient sur le devant de la scène, notamment avec ce Freedom Convoy et avec le Liban aussi, où il y a le sujet de l'inflation qui vient en prime. Non, mais c'est hyper intéressant, je trouve, parce que on ne fait pas de politique dans cette émission, mais en fait, on se rend compte que ce sujet évoqué concerne tous les régimes politiques. Et en fait, dans certains cas, on peut trouver que effectivement, c'est une porte de sortie dans des régimes autoritaires. Et dans d'autres cas, on se dit, tiens, mais en fait, finalement, ça va peut-être plus financer quelque chose qui peut avoir un impact contre moi. Mais donc, en fait, ça pose la question de s'affranchir totalement du politique dans la création monétaire ou dans la levée de fonds, quoi. Politiquement, c'est parce qu'on revient à une conception de la monnaie où cette monnaie, elle doit être neutre. Et donc, effectivement, comme tout outil, un marteau, on peut s'en servir pour planter un clou et on peut s'en servir pour tuer quelqu'un. Bon, est-ce qu'on va interdire les marteaux ? Je ne crois pas. C'est pareil pour les couteaux, c'est pareil pour n'importe quel outil. Donc c'est une question d'encadrement de cette utilisation. Aujourd'hui, la régulation, elle progresse sur le sujet du Bitcoin et des crypto-monnaies en général. Mais en règle générale, quand on se retrouve à être sur la pente d'interdiction d'un outil juste parce qu'il permettrait de faire des activités illicites, ce qui est encore une fois largement faux en proportion, en fait, c'est aussi un vaccin contre les dérives autoritaristes, même des régimes démocratiques. Alors justement, quand on parle de s'affranchir de politique ou en tout cas d'utilisation du Bitcoin ou de crypto-monnaie en lien avec la politique ou l'économie d'un pays, moi il y a deux exemples qui m'ont marqué récemment. C'est l'exemple du Liban ou de la Turquie, deux pays qui ont subi de plein fouet une inflation forte, une dévaluation de leur monnaie. Et on a vu du coup automatiquement des citoyens aller massivement vers le Bitcoin. Alors là même, par exemple, si je prends l'exemple du Liban, que c'est beaucoup plus compliqué d'avoir accès à des crypto-monnaies au Liban qu'en France, par exemple, pour avoir accès à des plateformes ou autres. Et on a vu ce rôle presque de valeur refuge face à une crise de confiance dans un système bancaire ou face tout simplement à une inflation incontrôlée dans ces pays-là. Comment est-ce qu'on l'explique ? Parce qu'il y avait une valeur refuge qui existe toujours d'ailleurs, qui s'appelle l'or pour le coup. Là, le cours reste plutôt stable. Alors ça bouge un petit peu, mais ça reste en tout cas plus stable que les monnaies de ces pays-là. Comment est-ce qu'on explique qu'on aille vers le Bitcoin du coup dans ces pays-là ? Il y a plusieurs facteurs qui l'expliquent. D'abord, pour un point de contexte, c'est vrai que du point de vue occidental, on a du mal à se dire, mais il y a des gens qui font plus confiance à Bitcoin que système bancaire, ce sont des fous. Pas du tout. Encore une fois, il faut vraiment se décentrer et regarder ce qui se passe dans le monde. À part les 3-4 premières monnaies du monde, c'est-à-dire l'euro, dollar, yen, pound, en gros, franc suisse, etc. Le reste des monnaies, il subit une inflation très forte, en tout cas une dévaluation de sa valeur très forte sur les années, voire une volatilité extrême pour certains cas. Dans le cas du Liban comme de la Turquie, on approche des 40% annuels d'inflation. Concrètement, ça veut dire qu'en 2-3 ans, vous avez perdu la moitié de votre patrimoine. C'est ça que ça veut dire. Donc c'est évidemment, quand on est au Liban, qu'on a un système bancaire qui ne rend pas les dollars qu'on lui donne et qui, en plus, effectivement, génère une monnaie qui perd la moitié de sa valeur chaque année ou tous les 2 ans, la question ne se pose pas de la même façon. Il faut aussi se rendre compte, par exemple, qu'en Turquie, on a même eu un hack d'une plateforme d'échange de crypto il y a 1 an ou 2, je crois, de mémoire, et que malgré ça, on a quand même une très forte progression de l'adoption. Donc, c'est-à-dire que malgré le fait qu'il y ait un hack dans le secteur des cryptos, les gens ont quand même plus confiance dans le système crypto que dans les banques. Même, je voyais au Liban, ils passent par des conversations Telegram ou par des boutiques Bitcoin qui sont... Donc on est loin des PSAN qu'on connaît pour le coup en France. Parce qu'on n'est pas du tout dans la même situation. Donc effectivement, l'organisation, j'allais dire organique, où effectivement les gens vont se trouver des groupes pour s'échanger presque physiquement des Bitcoins. Alors pourquoi cette préférence du Bitcoin par rapport à l'or ? Parce que l'or n'est pas très facile en fait d'accès pour n'importe qui. Et ensuite, il y a cet aspect où Bitcoin est les deux choses à la fois, c'est-à-dire c'est un système de paiement et c'est une réserve de valeur. C'est une réserve de valeur qui permet de se protéger contre l'inflation, on l'a dit, mais aussi contre un système.
en disant j'ai plus besoin de banque, j'ai plus besoin de rien. Donc dans certaines interviews, on voit des gens qui disent moi, même si demain on me dit que tout va bien, je ne remets pas mon argent à la banque, je ne leur fais pas confiance. Donc il y a cet aspect réserve où effectivement le Bitcoin, malgré sa volatilité, ça fait 12 ans qu'il progresse à la hausse globalement. Donc comme sa rareté est prouvée et qu'on ne pourra pas la toucher, ça sert d'actif refuge. En tout cas, ça a les caractéristiques pour le devenir et ça ne demande plus qu'à réunir un consensus social comme n'importe quelle monnaie. Et son aspect paiement est en train de se développer beaucoup. Il y a notamment des systèmes, on va dire, en surcouche de Bitcoin qui aujourd'hui permettent de payer très simplement. On peut envoyer une transaction à l'autre bout de la planète en 10 secondes pour 1 centime de dollar de frais de transaction. Le tout, encore une fois, sans aucun acteur financier dans l'opération. On revient à l'incensurabilité du Bitcoin, bien sûr. L'incensurabilité, mais aussi l'inaccès. Le Salvador, dont on parle récemment parce qu'ils en ont fait leur monnaie légale, le Bitcoin, une des raisons fondamentales de le faire, c'est parce que les 3/4 de la population n'ont pas accès à un système bancaire. Ils n'ont pas de compte en banque, ils n'ont rien. Donc forcément, entre avoir un téléphone et télécharger une appli versus ouvrir un compte bancaire alors que globalement les banques n'ont pas servi ces gens-là sur les 200 dernières années, en fait il y en a un qui est plus accessible que l'autre. Donc toutes ces caractéristiques ensemble font que si vous êtes au Liban ou en Turquie aujourd'hui, vous avez un intérêt, si vous ne voulez pas perdre la moitié de votre patrimoine en 2 ans, à considérer des alternatives, et le Bitcoin est en train d'en devenir une sérieuse. Alors il nous reste vraiment quelques secondes, mais si je comprends bien finalement dire que le Bitcoin est trop volatile, en fait on peut se le permettre quand on est dans une économie en euros ou en dollars, parce qu'effectivement c'est plus volatile que l'euro ou le dollar, mais ça n'est pas une réalité partout dans le monde pour le coup. Déjà, en fait, il faut définir volatile. Volatile, c'est par rapport à quelque chose. Donc forcément, à partir du moment où le dollar est l'étalon, le dollar risque pas d'être volatile puisqu'il vaut toujours $1. Mais donc ça, c'est une vue de l'esprit. Si vous libellez le dollar en Bitcoin, vous allez dire que le dollar est volatile par rapport au Bitcoin. Donc évidemment, c'est un exercice de pensée, mais c'est juste pour dire que c'est par rapport à une référence. Une fois qu'on a dit ça, effectivement, des monnaies stables, encore une fois, il y en a 3-4 dans le monde, il n'y en a pas 26. Donc c'est un luxe, plus qu'une réalité pour la plupart de la population. Et cette volatilité, en réalité, c'est une question d'horizon de détention. Si vous détenez votre Bitcoin à court terme et que vous êtes là pour faire du trading intraday ou sur plusieurs jours, la volatilité, elle va être un vrai sujet parce que vous exposez à des fortes pertes ou des forts gains. Par contre, si vous les détenez à long terme, ce qu'a montré les précédentes années, alors ce qui ne préjuge pas des performances futures, mais c'est que de toute façon, on est sur une classe d'actifs qui, dans sa construction même et dans son adoption, a une tendance haussière. Donc en fait, si vous prenez 10% en moyenne par an, même si c'est volatile au milieu et que votre horizon de détention c'est 5 ans, vous en fichez de la volatilité, c'est pas votre sujet. Eh ben, on finira là-dessus. Merci beaucoup Alexandre Stashchenko, directeur blockchain et crypto chez KPMG France, mais aussi cofondateur de Blockchain Partner et de Ladan. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine.